Aujourd'hui, vidéo sur les gilets de sauvetage. Avant d'aborder le sujet du choix, des réglages des gilets de sauvetage, je voudrais revenir à une question essentielle. D'où viennent les gilets de sauvetage? Quand est-ce qu'ils ont été inventés? Il faut bien comprendre que pendant très longtemps, un marin tombé à l'eau était quasiment un marin mort. Au secours! Les bateaux étaient en bois, en cas de naufrage, on pouvait s'accrocher à des débris du bateau. Bien avant ça, et il y a très longtemps, au 8e siècle environ, on gonflait des peaux de bêtes avec de l'air, tout simplement. Les gilets de sauvetage, en tout cas sur la partie maritime, étaient absolument pas une priorité. Il faut comprendre que pendant des années, les marins étaient recrutés forcés et qu'au final, perdre des marins, c'était absolument pas un souci. L'invention du gilet de sauvetage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne vient pas du tout du monde du bateau et de la mer. Tout à l'origine, les premiers développements au 19e siècle environ ont été portés par les agriculteurs et notamment ceux qui travaillaient dans les prés salés. On parlait à ce moment-là de combinaisons de travail qui s'apparentaient souvent plutôt à des ceintures qui étaient composées de bandes de liège. Ensuite, un développement a eu lieu sur un secteur complètement différent du milieu de la mer. La guerre a fait énormément pour le développement des gilets de sauvetage. À ce moment-là, un petit peu comme les agriculteurs des années avant, on parlait surtout d'aide à la flottabilité pour pouvoir traverser les rivières. Ensuite, c'est vers 1850, en Grande-Bretagne, que les premiers gilets de l'ère moderne arrivent. Alors, ils étaient toujours composés de liège, en très grande partie, mais on commençait à comprendre que pour qu'un marin puisse être sauvé, il fallait qu'il flotte. Et au début, les gilets de sauvetage, qui étaient très encombrants, très rigides, absolument pas confortables, étaient utilisés essentiellement par les services de secours, qui eux avaient compris l'intérêt du produit. C'est que plus tard, au début des années 1900, avec la découverte d'un coton, une fibre naturelle, le kapok, qui a la particularité d'avoir une densité qui est inférieure à celle de l'eau et qui permet donc de soutenir la flottabilité des gens qui tombent à l'eau, que l'on a commencé avec cette fibre naturelle beaucoup plus souple à fabriquer des gilets de sauvetage qui se rapprochent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, ils étaient souvent pas très fiables, ils étaient absolument pas normalisés et donc du coup assez peu efficaces. Il a fallu attendre 1912 avec une catastrophe que l'on connaît tous, le naufrage du Titanic. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais sur le Titanic, il y avait énormément de gilets de sauvetage, assez pour tous les passagers. D'ailleurs, beaucoup de passagers tombés à l'eau avec des gilets de sauvetage, inconscients, se sont noyés après. Déjà parce qu'on pensait qu'ils étaient morts et ils ont fini par être effectivement morts parce qu'on n'a pas été les secourir. Mais aussi, et on le découvrira plus tard, un gilet de sauvetage doit non seulement faire en sorte que la personne flotte, mais elle doit aussi le renverser de manière à garder la tête en dehors de l'eau. C'est ensuite, encore une fois, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec l'invention et le développement de l'aviation, que les gilets de sauvetage progressent encore une fois. À cette époque-là, on n'est plus dans la logique de on trouve autant de marins qu'il en faut puisque c'est quasiment des esclaves. Les pilotes coûtent très cher à former et on veut tout faire pour éviter de les perdre. Donc on progresse et on commence à comprendre que c'est un équipement de sécurité primordial. Après la Seconde Guerre mondiale, la plaisance se développe et là on comprend que pour qu'un marin puisse s'en sortir, un marin fatigué puisse s'en sortir, il faut qu'il flotte. Non seulement il flotte, mais comme on disait tout à l'heure, il faut qu'il flotte avec la tête en dehors de l'eau. Au tout début, bien entendu, les gilets de sauvetage étaient des brassières en mousse, en polystyrène, qui existent d'ailleurs toujours. C'est ce que l'on connaît avec les gros gilets orange qu'on peut utiliser en navigation portuaire, éventuellement fluviale, en location ou lors de balades en mer. Ces gilets de sauvetage sont très encombrants et ont un indice de flottabilité assez faible, 50 Nm. Sur tous les gilets de sauvetage que vous avez,
il y a un chiffre. Ce chiffre correspond à la force de flottabilité exprimée en newton du gilet de sauvetage. Vous avez surtout 50, 175, 275 newtons. À chaque force de flottabilité correspond un usage en fonction du marin, en fonction du programme. Et il est très important, on le verra dans la suite de vidéos, de bien choisir son gilet de sauvetage, notamment pour les enfants. Il faut comprendre que les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Les enfants ont un centre de gravité qui est différent d'une autre. Pendant toute la première partie de leur vie, leur tête est plus lourde que le reste du corps. Vous imaginez, si on reprend les anciens gilets de sauvetage qui étaient de simples ceintures, l'enfant pourrait flotter, mais il faudrait la tête en bas et les jambes en haut. On est d'accord que ça ne serait pas forcément la meilleure chose pour sauver l'enfant. Les gilets de sauvetage pour enfants ont donc pour principale caractéristique la possibilité de laisser l'enfant, la tête de l'enfant, en dehors de l'eau. Et vous avez aussi des équipements particuliers sur les gilets de sauvetage des enfants avec une sangle sous-cutale qui est obligatoire et des poignées souvent sur le dessus que vous retrouvez sur les épaules pour pouvoir hisser l'enfant hors de l'eau très rapidement. D'où l'intérêt, et je vous invite à y réfléchir pour vous aussi, de cette sangle sous-cutale. Vous imaginez bien que si vous tirez l'enfant par les poignets sans la sangle sous-cutale, vous allez récupérer le gilet, mais l'enfant va rester dans l'eau. Il va rester dans l'eau et sans gilet. Ce n'est pas une bonne idée non plus. Nous allons donc voir dans la suite de la vidéo comment choisir le type de gilet en fonction de l'usage que vous en ferez. Maintenant que nous avons vu l'histoire des gilets de sauvetage et leur développement au fil du temps, on a aussi abordé la nécessité de faire attention au choix du gilet de sauvetage, la nécessité plus encore de sélectionner des gilets de sauvetage particuliers pour les enfants. On va aborder les 3 grandes familles de gilets de sauvetage qui existent aujourd'hui. La première famille, la plus simple, sont des gilets solides. Ils sont en permanence activés et sont à dédier au final au sport nautique, au sport où on peut avoir des projections d'hôtes importantes et constantes. Ces gilets de sauvetage ont un indice de flottabilité de 50 à 100 newtons et ne peuvent pas être utilisés au large, au-delà de quelques milles des côtes, ils sont à proscrire. C'est des gilets qui sont très souvent utilisés pour la voile légère, pour le ski nautique, pour la planche à voile. Ensuite, vous avez une famille de gilets de sauvetage gonflables, mais à déclenchement manuel. Ils existent en 150 newtons, en 175, plus rarement en 275 newtons, parce que comme on vient de l'indiquer, ces gilets, pour être déclenchés et pour être utilisés, doivent être mis en action par la personne qui tombe à l'eau. Ça sous-entend que la personne est consciente, ça sous-entend que ça ne soit pas un enfant, du coup, qui n'aura pas forcément conscience de déclencher le gilet de sauvetage quand il tombe à l'eau. Et c'est des gilets qui sont à utiliser, pour le coup, en côtier. On peut aller jusqu'à 6000, éventuellement un petit peu plus loin. Pas beaucoup plus. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, dans le cas de ce qu'on utilise pour Walla-Outi, dans le cas des enfants aussi, ce sont des gilets à déclenchement automatique. Il y a plusieurs systèmes de déclenchement, je ne vais pas les décrire ici. Tous ont un point commun. Au contact de l'eau, pas 3 gouttes ni d'embrun ni de pluie, au contact de l'eau, ils se déclenchent automatiquement. Ce qui est pratique si on tombe inconscient, ce qui est pratique pour des enfants qui n'auraient pas effectivement compris qu'en tombant à l'eau, il faut les déclencher. Ces gilets existent en 150, en 175 newtons et en 275 newtons pour la navigation au large. C'est les gilets qu'il faut, à mon sens, retenir en premier quand on fait de la navigation de plaisance et qu'on s'éloigne un petit peu des côtes. Ces gilets, que ce soit du déclenchement manuel ou déclenchement automatique, sont gonflés par une cartouche de gaz, de CO2. Cette cartouche de gaz doit être fonctionnelle. Il n'y a rien de pire que d'imaginer un gilet gonflable qui ne se gonflerait pas parce qu'il n'a pas été révisé ou mal entretenu. Il me semble que la règle, c'est une dizaine d'années pour la possibilité d'utiliser le gilet de sauvetage. Ils doivent être révisés tous les 2 ans. Au-delà de ça, ce que l'on a sur Walla-Outi, ce sont des cartouches de gaz de rechange qui permettent
de remplacer la cartouche de gaz si jamais elle se déclenchait par accident ou que le gilet était utilisé. J'ai une anecdote, par exemple, on parle de la navigation en haute mer, mais vous avez aussi, notamment avec Valentine, la possibilité d'utiliser des gilets de sauvetage sur l'annexe pour se rendre du mouillage à terre. Dans ce cadre-là, vous avez deux solutions. Utiliser un gilet gonflable pour enfants, avec le risque, sans pour autant que l'enfant se noie ou ait un risque de se noyer, d'un déclenchement par erreur. On pourrait imaginer louper une marche, glisser de l'annexe, je pense que c'est arrivé à tout le monde, et à ce moment-là, le gilet se gonfle et la cartouche de CO2 est utilisée. Si vous n'en avez pas de rechange et qu'en plus vous êtes loin d'un port ou dans une zone qui ne serait pas couverte par les chips, vous avez un gilet de sauvetage qui devient complètement inutilisable. C'est pour ça qu'il est toujours bon de garder des gilets de sauvetage solides à bord, éventuellement pour les invités, mais aussi dans ce cadre-là. Valentine, typiquement, sur l'annexe, n'utilise pas le gilet gonflable. Elle ne va utiliser que le gilet orange, le gros, le costaud, mais qui peut permettre de tomber à l'eau par accident et qui peut permettre éventuellement, quand elle a à peine pied, de se baigner avec un gilet. Elle est toute petite, elle a 5 ans, elle nage encore un petit peu comme un caillou et c'est plutôt une bonne chose, rassurant pour nous, qu'elle puisse nager librement avec ce gilet de sauvetage. Dans ce cadre-là, vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'elle souhaite aller se baigner, on ne va pas utiliser une cartouche de CO2. L'ensemble de ces gilets peut être équipé d'options. Vous avez des sangles sous-cutales ou non, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il me semble que c'est une bonne chose même pour les adultes. Vous avez la possibilité de les équiper d'éclairage, vous avez la possibilité de les équiper d'une balise de détresse personnelle, on en parlera dans la prochaine vidéo. Il y en a certains qui sont équipés d'une capuche qui permettent, quand vous êtes à l'eau, d'éviter de prendre les embruns. Tout ça permet de maximiser les chances de survie. Il y a un point qui est très important, et on ne citera pas de marque ici parce que les choix qu'on a fait nous ne sont pas forcément ceux que vous allez faire, c'est le confort. Un gilet, pour être utile, il doit être porté. Pour être porté, il faut qu'il soit confortable. S'il n'est pas confortable, vous ne le porterez pas, et il est utopique de penser qu'en cas d'urgence, tout le monde va courir pour aller chercher des gilets de sauvetage. Donc choisissez avant tout un gilet de sauvetage dans lequel vous vous sentez bien. Une fois que vous avez choisi ce gilet de sauvetage, portez-le et réglez-le. Un gilet de sauvetage mal réglé est un gilet de sauvetage qui va être complètement inutile, notamment pour les enfants. Attention, quand vous êtes vous à bord de votre bateau, vous avez sans doute comme nous un modèle qui est dédié à une personne, l'autre à une autre, et cela permet d'éviter les réglages très fréquents. Quand vous avez des invités à bord, il est important qu'ils règlent leur gilet avant de partir. Il y a énormément de marques de gilets qui existent. La principale chose à vérifier, mais si vous les achetez sur des sites ou chez votre ship habituel au port, ce sera le cas, c'est qu'ils soient sous normes NF ou CE. À l'inverse de ce qui existait il y a quelques années, l'ensemble des gilets qui sont en vente aujourd'hui, dans ces ships reconnus ou les sites reconnus, sont effectivement certifiés par une norme. C'est vraiment le plus important. Ensuite, le budget vous aiguillera. Nous avons dû nous faire attention puisque pour des gilets identiques, les impératifs étaient pour nous le déclenchement automatique, était un certain confort pour porter le gilet, comme on le disait à l'instant, et aussi, parce que Pauline fait attention à ça, même en mer, un certain esthétisme. On voulait aussi, bien entendu, 175 newtons au minimum. Les budgets vont du simple au double. Comme sur tant d'autres sujets, le modèle de 2026 sera plus cher que le modèle de 2024 qui est encore en vente parce que votre ship a du stock. Choisissez ce qui vous convient, choisissez le confortable et avec les options nécessaires pour votre pratique. Si vous faites de la navigation un petit peu au large, vous n'avez pas le choix. Sangle sous-cutale et au minimum 175 newtons. Maintenant, nous allons parler de la checklist sécurité que nous mettons en place sur Walla Outil pour assurer la sécurité de Valentine avant chaque navigation. Avant chaque navigation, nous vérifions le gilet de sauvetage de Valentine afin qu'il soit prêt à l'emploi en cas de besoin.
Nous avons instauré également une règle très simple, c'est que Valentine a l'interdiction de sortir du carré seule. Évidemment, elle porte son gilet en intérieur ou en extérieur. Sur le carré ou sur le pont, il y a également une longe qui est associée à son gilet. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on met un gilet de sauvetage et je vais vous le montrer tout de suite. Évidemment, on a besoin de l'aide d'un adulte pour finir de mettre ce gilet, n'est-ce pas Valentine ? On vérifie quand même si les réglages ont été faits lors de nos précédentes navigations, que le gilet ne soit pas trop serré ou pas assez au niveau du corps. Donc juste là, on est bon. Au niveau sous-cutal également, là c'est pas trop serré mais assez serré pour ne pas partir dans l'eau. Et on est bon. Maintenant, je suis en sécurité et je peux naviguer. Cool, allons-y. Avant chaque navigation et pendant la navigation, nous communiquons énormément avec Stéphane pour s'assurer de qui surveille Valentine. Qu'il n'y ait pas un moment où elle n'ait pas de surveillance, ou bien que j'imagine que Stéphane surveille Valentine ou inversement, et qu'en réalité, elle ne soit surveillée par personne. Lorsque les navigations sont plus compliquées ou que nous avons besoin de manœuvrer à deux, nous n'hésitons pas à faire rentrer Valentine à l'intérieur pour pouvoir nous naviguer ou manœuvrer en toute sécurité en sachant que Valentine se trouve à l'abri à l'intérieur du bateau. Voilà pour cette vidéo, nous avons fait le tour des gilets de sauvetage, de la sécurité en mer avec un enfant à bord. Sur la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de la balise de détresse ainsi que les moyens de communication. À très vite!